Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors, Alain Benoît a 80 ans, il a écrit 120 livres, 2000 articles, 800 entretiens, des dizaines aussi de passages sur notre radio, Radio Courtoisie. Je dis dizaines, mais je ne les ai pas comptés, mais on peut... Des centaines, sûrement. Oui, peut-être des centaines. Et nous sommes ce matin pour en parler avec François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin. Alors, vous êtes en studio avec nous, vous êtes notre partenaire du mercredi, nos auditeurs le savent, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie et auteur de votre dernier livre, Alain de Benoît à l'endroit, un demi-siècle de nouvelle droite. Alors pourquoi vous avez voulu écrire sur Alain de Benoît et puis comment Alain de Benoît est-il devenu donc ce chef de file de la nouvelle droite? Alors pourquoi écrire sur Alain de Benoît? Mais parce que la plupart des textes écrits en français le sont par des spécialistes rubricards de journaux ou d'universités, le CNRS et autres, de l'extrême droite, avec toutes les réserves et les guillemets d'usage. Mathieu Bocoté a consacré une démolition merveilleuse dans le totalitarisme sans le goulag au sujet. Ça délimite un périmètre de respectabilité. Donc je ne voulais pas laisser à l'adversaire le monopole de la parole autorisée, du ministère de la parole, qui est forcément biaisé, qui est forcément tronqué, qui est forcément falsifié, pour apporter des pièces à charge. Moi, elles sont à décharge. Je voulais rendre hommage à Alain de Benoît, puisqu'il, depuis 60 ans, il a 80 ans, mais depuis 60 ans, depuis qu'il s'est engagé en politique, d'abord comme militant, d'abord comme activiste, auprès de François d'Orcival et Dominique Vénère. Ça, c'est l'archéologie, je réponds aussi en partie à votre question. L'archéologie, la nouvelle droite, à travers la Fédération des étudiants nationalistes et Europe Action, nous sommes en 1960, c'est la guerre d'Algérie, et la personnalité centrale de ce monde-là, c'est Dominique Vénère, qui va jouer un rôle très très important en termes d'influence auprès d'Alain de Benoît, qui sera un de ses cadres, un de ses militants. Alors pourquoi? Je voulais prendre date aussi avec le futur. Je pense que c'est une école de pensée qui est centrale. Elle est là depuis un demi-siècle. Elle s'est inscrite vraiment dans la durée. Je la compare à l'Action française, quelles que soient les différences de corpus doctrinal entre Maurras et de Benoît. Encore qu'il y a des points communs qui ne sont pas évidents entre le premier Maurras et le dernier de Benoît. Attachement à la Provence, au fédéralisme pour Maurras. Et un certain classicisme français chez de Benoît, matiné de romantisme allemand. Mais comme la F, c'est un courant de pensée qui s'est vraiment inscrit dans la durée, dont j'espère qu'il survivra à ce cinquantenaire, j'en suis à peu près sûr, parce qu'il a une aptitude à produire de l'intelligence collective, me semble-t-il. Alors je suis juge et parti, certain, et juge, donc en l'occurrence, c'est aussi un plaidoyer pro domo et un plaidoyer pro domus pour notre maison, mais cette intelligence collective dépasse les intelligences individuelles. C'est comme il y a des propriétés d'émergence spécifiques à la communauté, au groupe, à l'école de pensée, qui fait que je crois qu'on est plus intelligents, nous tous réunis sous l'étendard ou la bannière Nouvelle Droite, que chacun pris isolément, alors que de Benoît, le premier de Benoît était fasciné par le quotient intellectuel, il a plus de 140, ça c'est des marottes de jeunes gens, il les a très largement dépassés, mais je veux dire que chacun pris individuellement est plutôt intelligent, mais collectivement, il y a une dynamique qu'il n'y a pas à titre individuel. Alors qu'est-ce que c'est que la Nouvelle Droite? À la différence d'Alain de Benoît, moi j'assume le terme, c'est un terme qui a été... Oui. Et puis pourquoi Alain de Benoît, lui, n'assume pas ce terme? Parce que c'est quand même plutôt flatteur d'être le chef de file d'une école de pensée. Oui, et puis surtout la nouvelle droite. C'est pas la vieille droite poussiéreuse, c'est pas la paléo-droite. C'est une droite plutôt sexy, plutôt dynamique, assez nietzschéenne, en tout cas au début, avec une puissance d'euphorie intellectuelle qui fait que ce terme nouvelle droite, je crois qu'on devrait l'assumer, mais de Benoît l'assume pas. Pourquoi? Parce qu'indiscutablement, il vient de la droite. Son premier grand livre, pas son premier livre, mais son premier grand livre, qui est une compilation fascinante, vraiment fascinante, encyclopédique, et qui s'appelle Vue de droite, qui avait été récompensée par l'Académie française, je crois en 1977 ou 78, peu importe. Et bien peu à peu, c'est éloigné de la droite, ce qui n'est pas mon cas, mais je suis un cas isolé au sein d'Éléments, puisque Éléments, la majorité des rédacteurs et de nos lecteurs pensent que ce clivage est frappé de péremption, ce qui n'est pas mon cas. Je pense qu'il reste central, même si électoralement il a perdu sa dynamique, de fait, entre Macron et Marine Le Pen, qui ne s'y reconnaissent pas. De Benoît l'assume pas, parce que moi ça me fait penser au titre d'un livre de Jean-Paul Bessé, qui est un des conseillers spéciaux de Nicolas Hulot, qui vient
vient lui du trotskisme, donc de l'autre extrême, pour ainsi dire, au sens géographique du terme, et qui avait fait un livre qui était remarquable il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Comment cesser d'être progressiste sans devenir réactionnaire. Je crois que si on en renverse les termes, on a un peu la vision de la ligne politique que poursuit Alain de Benoist, comment cesser d'être réactionnaire sans devenir progressiste. Oui, parce que oui, c'est ça. Il n'y a pas forcément. Enfin, en tout cas, il y a une rupture aussi avec le conservatrice, la révolution conservatrice, mais on va revenir là-dessus. La nouvelle droite, vous dites, ça commence dans les années 70. C'est une réaction aussi à mai 68, et c'est une volonté de progrès, ou en tout cas d'un dépoussiérage de la droite. Ah oui, assurément. Donc je l'ai dit, il y a d'abord un épisode militant. Les jeunes gens ne se rappellent peut-être pas encore qu'il y a des militants formidables aujourd'hui dans les vingtenaires et les trentenaires. Mais à l'époque, c'était presque dans une dimension sacerdotale. Donc il y a un engagement auprès de Dominique Vénère, en particulier, qui est central, parce que Dominique Vénère... vous pouvez revenir sur qui il était. Donc c'était un intellectuel de pour droite. C'était un activiste. Qui lui aussi est passé régulièrement sur Radio Courtoisie. C'est un soldat. Il avait même une émission avec Bernard Lugan et Philippe Conrad. C'est un personnage central sur le dernier demi-siècle, pour la structuration d'un corpus identitaire. Moi, je pense que c'est un historien méditatif, c'est un soldat politique, qui s'est donné la mort il y a 10 ans, dont l'anniversaire a été interdit par Gérald Darmanin, du reste. Mais c'est d'abord le grand poète, le grand barde de l'identité. Mais là où il est important pour de Benoist, c'est que il va vacciner, mais il n'avait pas besoin de le vacciner, de Benoist, contre le conservatisme. Les éditions qu'avait fondées Dominique Vénère, c'est les éditions Saint-Just, donc ça peut surprendre, mais il y avait une fascination pour l'activisme marxiste-léniniste, pour le que faire de Lénine, comment une poignée de bolcheviks ont pu faire une révolution dans un pays immense, en s'imaginant comment une poignée de soldats politiques, des nationalistes européens, pourraient faire une révolution en France, sinon en Europe. Ça n'a pas été le cas. Donc il y a post-coitum animal triste, Politicum animal triste. Dans les années en 67, Dominique Vénère et Alain de Benoist prennent du champ. Et de Benoist trouve vraiment sa personnalité. Il n'a pas encore 25 ans, tenez-vous bien, il n'a pas encore 25 ans. C'est d'abord un intellectuel, c'est d'abord un homme d'idées, c'est d'abord un philosophe. Donc en 67, il décide de créer ce qui va devenir le GRES. Donc le GRES, c'est l'ancêtre de la Nouvelle Droite, c'est le groupe de recherche sur la civilisation européenne. Pour la communauté européenne. Pour la civilisation européenne. Groupe de recherche et d'études, j'oublie l'étude, mais ça revient au même. Et de Benoist veut créer un CNRS, un mélange de CNRS, d'école de Francfort, donc c'est Adorno, Horkheimer, et d'Action française, donc on retombe sur l'Action française, pour essayer de penser le moment qui est le nôtre, le moment politique, anthropologique, culturel, économique qui est le nôtre, et dégager des pistes susceptibles de constituer des alternatives, des plans B, des plans C. Donc il y a une volonté de porter le combat, alors le terme est un peu pompeux, mais c'est lui qui l'a inventé, de gramscisme de droite, un combat métapolitique, c'est-à-dire essayer de doter les nouvelles générations d'une colonne vertébrale idéologique. Jusque-là, les droites, de fait, même s'il y a eu le précédent Action française et les non-conformistes des années 30, les droites étaient quelque peu reléguées. Pas dans l'Antiquité, mais dans le passé, le 19e siècle, la contre-révolution. Donc oui, il y a de fait une volonté de dépoussiérer, de rajeunir, de régénérer tout un corpus idéologique. Et peu à peu, chemin faisant, de Benoist va se déporter vers des auteurs qui sont plus à gauche. Ça ne fait pas de lui un homme de gauche, pour autant. Mais comme par exemple ces auteurs alors progressivement, ça va être Marx, Proudhon, tous les grands socialistes du 19e siècle, les socialistes français, qui étaient animés par une idéologie étonnamment anti-progressiste. Ça, on l'a oublié. Et puis parce qu'il y a aussi, chez Alain de Benoist, cette critique du libéralisme, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, qui est véritablement un socle de toute son œuvre. Voilà, elle est toute son œuvre, mais là, pour le coup, il rejoint, c'est la droite qui est amnésique, me semble-t-il. Il rejoint la droite authentique. La droite authentique, il n'y en a qu'une, c'est pas compliqué, c'est la droite légitimiste. Après, toutes les autres sont des droites de situation. C'est-à-dire qu'elles se sont déportées de peu à peu de la gauche vers la droite, vers le centre, vers la droite. La droite légitimiste a porté, jusque dans l'Église, jusqu'à la fin du 19e siècle, a porté la critique la plus virulente contre la philosophie libérale. Je ne dis pas que de Benoist s'inscrit dans ce courant d'idées-là, loin de là. Mais il y a un précédent historique. Mais de fait, oui, il a
acquis au fil des années une dimension structurante au sein de notre famille de pensée. Je pense que c'est l'élément central aujourd'hui. Il y en a d'autres, c'est une arborescence, mais l'élément central, oui, c'est la critique du libéralisme. On en parlera sûrement après. Alors on en parlera, vous en avez un petit peu parlé, mais c'est ce vitalisme nietzschéen, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est aussi le philosophe entre guillemets de la nouvelle droite, c'est Nietzsche. Oui. Alors pourquoi Nietzsche a autant influencé Dominique Vénère puis Alain de Benoît? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, Corentin, puisque vous êtes aussi un philosophe. J'ai une lecture comme Gustave Thibon de Nietzsche, mais on peut en parler pendant des heures. Thibon a une lecture magistrale pour un chrétien de Nietzsche. Et Nietzsche peut être un moyen, en tout cas, pour les chrétiens. Voilà. Mais moi, écoutez, ma vie a été changée à 18 ans par la lecture de Céline et de Nietzsche. Je pense que c'est un auteur de la jeunesse, Nietzsche. Je pense que c'est un rite de passage. C'est ce qu'on appelait c'est un rite d'initiation. Moi, j'en ai eu besoin pour me libérer d'un certain nombre de choses. Je crois qu'on le dépasse, Nietzsche. L'AND l'a dépassé. Mais de fait, c'est le philosophe central dans les années 1970. En 80-90, ce sera Heidegger, et puis après d'autres, avec une vision écologique qui est absente chez Frédéric Nietzsche. Oui, moi j'ai en tête, et j'en parle dans le livre, le bouquin de Louis Poel qui s'appelle Blumrock l'Admirable, qui est un roman curieux, parce que les deux personnages qui ont nourri ce Blumrock l'Admirable, c'est Louis Bergier, qui était le fondateur de Planète, et le co-auteur avec Louis Poel d'un livre délirant, mais en même temps génial, Le matin des magiciens, absolument génial, fantaisiste, mais génial, et de Alain de Benoît, et c'est Blumrock, oui, on a l'impression qu'il a eu une prise de produits pas dopants, mais énergisants, 142 QI, il lit un bouquin de 800 pages en 3 heures, c'est un personnage, mais qui s'inspire vraiment de Bergier et de Benoît, et qui rêve d'être Socrate dans le métro ou Marc Aurèle sur une fusée. C'est un peu ce qu'est la ND dans ces années-là, très prométhéenne, très faustienne, elle va peu à peu corriger, nuancer ce nietzschéisme, ce prométhéisme. Mais de fait, oui, c'est l'auteur majeur de ces années-là. Moi, j'y suis sensible. D'abord, comme je l'évoquais, par souvenir de lecture d'adolescence de Frédéric Nietzsche. Oui, c'est du Karcher, ça Karcherisme. Voilà. Et puis avec une dimension poétique quasi rimbaldienne. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas une tête philosophique, ce qui est mon cas, plutôt littéraire. Ce qui était votre cas à 18 ans maintenant. Oui, mais néanmoins ça le reste. C'est que c'est un auteur qui est à la croisée, Nietzsche, par l'aphorisme entre autres, d'une philosophie qui est d'une limpidité exceptionnelle. On peut la contester, mais elle est d'une limpidité exceptionnelle. Et puis qui a une charge poétique énorme. Alors justement, Nietzsche influence évidemment Alain de Benoît. Nietzsche, on le sait, donc, il casse tout le monde, notamment la religion catholique. Il n'est pas forcément... pour lui, c'est une sorte de gauchisme, le catholicisme. Oui. Et justement, chez Alain de Benoît, c'est pas aussi virulent, mais en tout cas, il y a un refus, on l'a dit, de cette révolution conservatrice. Il y a aussi un détachement avec le catholicisme. On prend des choses du catholicisme, mais pas tout. Alors pourquoi Et puis, il y a ce paganisme, on en parlait tout à l'heure. Il y a la chanson de Sardou. Voilà. Et la chanson de Sardou. Qui était un clin d'œil. Et merci à Patrick Luzinski, notre directeur artistique, qui m'en a soufflé l'idée. Ah oui. Un roi barbare. Un roi barbare. Mais c'est, comme vous l'avez remarqué, dans les paroles, c'est un roi barbare, donc sur la grande Bible des païens. Mais Sardou prend la peine de dire que dans une autre vie. Mais oui, vous avez raison. Chez Nietzsche, et donc chez beaucoup de ses lecteurs, Dominique Vénère, Alain de Benoît, il y a une critique du christianisme. Elle est assez virulente. Moi, je crois qu'elle est en partie contestable, mais pas que contestable. Le reproche qui est adressé au christianisme, c'est d'être la matrice de l'individualisme, la matrice de l'universalisme, la matrice aussi du désenchantement, c'est-à-dire de la religion, c'est les thèses de Marcel Gauchet, de la sortie de la religion. Je suis pas sûr que ce soit le propre du christianisme, à la différence d'Alain de Benoît. Il me semble que chez Parménide, chez Platon, il y a des éléments qui annoncent déjà cette révolution copernicienne qu'est le christianisme. Donc ça n'est pas propre au christianisme, et du reste, le christianisme passe par la langue grecque, par le grec. L'araméen nous arrive par les Grecs, la Septante aussi chez les Juifs. Donc je nuancerai cette dimension-là, d'autant qu'elle conduit, mais j'occupe une position un peu excentrique,
au sein de l'AND, de la Nouvelle Droite, sur ce point-là, puisque je consacre un chapitre sur la religion de nos pères. Je ne vois pas comment on peut se réclamer de la longue mémoire en occultant la dimension chrétienne qui est constitutive de l'âme européenne. Je vais même plus loin. Je pense que l'Europe naît à la jonction de l'effondrement de l'Empire romain. Il n'y a pas d'Europe avant l'effondrement de l'Empire. L'Empire est tourné vers le Mare Nostrum, la mer intérieure. Chez les Grecs, vers l'Asie mineure. Il n'y a pas de projection dans l'Europe du Nord. L'Europe naît vraiment sur les ruines, sur les ruines de l'Empire romain, et avec la rencontre du matériau barbare du nord de l'Europe et de ce qui reste de l'Empire romain. Donc je ne vois pas cette critique. Nous sommes très attachés à ce que je disais, cette projection européenne, comme c'est une définition comme des gallo-européens, la différence des gallo-ricains de Régis Debray. J'ai du mal à comprendre et à concevoir qu'on puisse écarter tout ce pan de notre histoire, d'autant que j'en fais, ça vous heurtera, une lecture anthropologique, culturelle et historique, et non pas théologique et philosophique, ce que je ne suis pas, je suis ni théologien ni philosophe. De fait, de Benoist est un philosophe, qui a une bibliothèque consacrée au christianisme vertigineuse. Il en a tiré un livre, Fleuve, l'homme qui n'avait pas de père, dont Michel Onfray dit que c'est à peu près l'équivalent de la vie de Jésus de Ernest Renan. Donc c'est pas rien comme livre, c'est un pavé. Donc de Benoist, lui, en tant que philosophe et un peu théologien, peut attaquer le christianisme sur des problèmes de cohérence doctrinale, mais ce qui n'est pas mon cas. Moi, je constate au contraire que le christianisme s'est fondu dans l'espace européen, comme dans aucun autre espace géographique, qu'il est devenu une religion identitaire. Alors ça heurte les chrétiens très attachés à une lecture un peu littérale des évangiles, mais cette dimension identitaire, je la retrouve aujourd'hui, alors vous en parliez précédemment, dans un mouvement comme le mouvement Academia Christiana, Voilà, je voulais vous en parler. Qui a été dissous par Gérald Darmanin, notamment parce que ça serait donc une association d'extrême droite traditionnaliste. Bref, grand classique. Un grand classique. Grand classique. C'est véritablement une université d'été où ce sont des jeunes qui chantent, qui dansent, qui se forment d'ailleurs. Je crois que vous étiez même. Moi, je suis intervenu. Quand je pense qu'il y a quantité d'auteurs d'éléments qui sont intervenus dans le cadre des UDT, donc les universités d'été de Academia Christiana. Victor Hubert, donc le président d'Academia Christiana, est assez proche de nous. La bibliothèque que recommande Academia Christiana emprunte très largement à un corpus Nouvelle Droite. Donc nous sommes assez proches d'eux. Et il me semble que ce débat paganisme-christianisme, ça heurte. Alors là, pour le coup, ce sera Alain de Benoist qui en sera peut-être mari. C'est que c'est un problème de vieux. C'est un problème de génération. De fait, les pères fondateurs de la Nouvelle Droite étaient très attachés à ce découpage très clair entre le christianisme et le paganisme. Ma génération, beaucoup moins. Et tous les gens, les vingtenaires et les trentenaires que je vois arriver à la librairie, à Éléments, ne sont plus du tout concernés par... Parce que pour revenir sur le paganisme, qu'est-ce que c'est véritablement aujourd'hui le paganisme au XXIe siècle? Alors, je vais me faire des amis au sein de la Nouvelle Droite. Des amis ou des ennemis? Non, mais c'est une blague. Mais moi, je cite le mot de Samuel Beckett, qui est terrible. C'est le mot de Samuel Beckett qui a été repris par l'école de Francfort. C'est que c'est une chose de bâtir un temple. Un temple païen. Mais c'est une autre affaire de faire descendre la divinité. Alors, de Benoist dira qu'il n'a jamais cherché à la faire descendre, la divinité, dans ce temple païen. Mais je ne vois pas comment on peut reconstituer un paganisme. Ça ne peut être qu'un paganisme de synthèse, recréé à partir d'un ADN fossile, dont on ne sait pas à quoi il ressemblait, puisque c'était il y a 2000 ans, 2500 ans, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemblait. Il n'y a pas eu de transmission. Alors là, précisément, c'est parce que l'Église a fait en sorte qu'il n'y ait pas de transmission, mais de fait, il n'y a pas de transmission. Donc, comment recréer sur une base de synthèse, presque donc ADN fossile, une religion qui était la religion antérieure des Européens, mais qui a disparu. Justement, et pire, ou mieux, moi je pense, c'est ma lecture, c'est que dont le christianisme a incorporé quantité d'éléments. Le culte de la Vierge, les cultes mariaux auprès des sources sacrées, vous voyez ça en Bretagne, moi qui suis d'origine rouergate, il y avait encore, il y a 20 à 30 ans, toutes mes grand-mères m'y conduisaient, des pèlerinages mariaux auprès de sources de chapelles. Il y a eu des miracles. Des miracles, etc. Donc il y a une religion vernaculaire, populaire, ce
qui a assimilé des éléments païens. Les éléments païens. Alors évidemment, aussi. ça heurte, si on en fait une lecture théologique ou philosophique, ça ne fonctionne pas, puisque il y a une relation docilité. Mais l'histoire est faite d'accommodements raisonnables ou déraisonnables, moi je pense souvent raisonnables, et cette synthèse, dans Éléments, on a une rubrique qui s'appelle Un païen dans l'église, où Bernard Riot fait un tour de France de toutes nos églises. Vous n'avez pas imaginé, Corentin. Vous n'avez pas idée, Corentin. C'est sidérant le nombre d'éléments païens qu'il y a dans l'architecture, dans la sculpture de toutes nos églises romanes. C'est sidérant. Il y en a partout. Notamment Noël aussi, qui est donc évidemment qui arrive avec le solstice d'été. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement, comme dit Chantal Delsol quand elle parle de la fin de la chrétienté, c'est qu'il y a un retour du paganisme et que c'est un paganisme woke, gauchiste, écologiste, un retour à la terre, la divinité de la terre, et puis un retour à des idoles. Alors, c'est ce que dit aussi Régis Debray dans son livre sur Dieu, un itinéraire, c'est que le déclin de l'Église catholique, et en particulier le déclin de l'Église catholique comme pour mémoire, qui est central, parce que, tenez-vous bien, Dominique Vénère et Alain de Benoît étaient des enfants de cœur. Ont été des enfants de cœur. Ça veut dire qu'il y avait encore un patrimoine commun, partagé par l'ensemble de la société, qui maîtrisait l'histoire religieuse, l'histoire sacrée. Ça n'est plus le cas. C'est-à-dire que la religion, pour mémoire, est en train de s'estomper. Pour autant, oui, c'est remplacé, mais pas par un paganisme, nous dit Régis Debray. Oui, si on veut, mais par quelque chose de magico-religieux, où la superstition a une part centrale. Et oui, en effet, c'est problématique, puisqu'il y avait une institution religieuse qui a décliné, et qui laisse un très grand vide à la fois en Europe et dans les esprits, qui est occupé par des pathologies, je crois, des maladies de civilisation. Alors, il est bientôt 9h, ça va être l'heure du bulletin d'actualité de Marie Falicon. Je rappelle le titre de votre livre, François Bousquet, Alain de Benoît, à l'endroit, un demi-siècle de Nouvelle Droite, aux éditions La Nouvelle Librairie. Le bulletin d'actualité de Marie Falicon, puis je reviens vers vous. Vue de haut. Alors, avec vous, Alain de Benoît, j'allais vous appeler Alain de Benoît. François Bousquet, on a parlé de cette nouvelle droite qui est née dans les années 70, qui est portée par un vitalisme nietzschéen, qui exalte aussi la grandeur, mais aussi les limites de la révolution conservatrice, qui a un autre rapport au religieux, on l'a dit. Mais je voulais revenir sur la figure d'Alain de Benoît, parce qu'on peut le dire, c'est un peu votre maître à penser. Vous assumez. C'est la philosophe. Comment vous le présentez, c'est véritablement la figure du philosophe, du sage. Vous dites noblesse d'âme, il n'y a pas d'autre mot. Quand je dis que j'ai côtoyé un seigneur au sens altier du mot, c'est cela. C'est ça, donc c'est un seigneur, une figure de sage, de philosophe. Puis après, on va voir que lui-même n'aime pas trop cette définition de maître. Enfin, il n'est pas à l'aise avec ça. Oui, le grand initiateur, je trouve. En tout cas, pour moi, il y en a quelques-uns. Il y avait, dans une autre vie, Vladimir Dmitrievitch, Feu, le directeur des éditions L'Âge d'Homme. Mais de fait, il y a Alain de Benoît. Je suis obligé de produire un contre-discours, puisqu'on a tellement diabolisé. On a les deux modes qui permettent d'écarter Alain de Benoît du débat d'idées, alors que c'est un intellectuel central. Moi, je dis même que c'est le premier parmi les siens, en tant qu'intellectuel, parce qu'il a créé son œuvre, mais il a également créé cette famille que j'évoquais, d'intelligence collective, qui est la nouvelle droite. Donc je suis obligé de produire un contre-discours pour dire qu'il n'est ni le diable, ni un fantôme. Les deux modes, c'est l'invisibilisation et la diabolisation. Donc de camper Alain de Benoît pour ce qu'il est, un seigneur, me semble-t-il. Moi, à sa place, rendez-vous compte, il s'est pris un nombre de polémiques incalculables, de morts sociales, de morts médiatiques, à répétition, dès que la nouvelle droite sortait de son périmètre d'audience, en l'élargissant, le Figaro Magazine, 93, le complot rouge-brun, fantasmatique bien sûr, il se prend un paquebot dans la tête, il se prend un train-wagon dans la tête. Donc il a survécu à ces morts sociales et à ces morts médiatiques sans nourrir de l'aigreur. Alors que moi, à sa place, peut-être que c'est une tentation littéraire, je serais devenu sans problème quelqu'un comme Alceste, comme le misanthrope de Molière. Je me serais réfugié à la campagne, en méprisant et en regardant les hommes de loin et de haut. C'est pas son cas, il est toujours resté dans la mêlée, il s'est jamais dédié. Sa pensée a évolué, s'est enrichi, s'est nuancé, me semble-t-il, s'est approfondi, mais sans jamais se dédire, sans jamais aller à Canossa.
non pas, je pense pas évidemment au pape, sinon au pape de la pensée, au pape du système. Donc tout ça conjugué, tout ça réuni fait que oui, c'est un personnage assez magnifique en tant qu'individu. Les gens le voient pas parce qu'il nourrit un fantasme, là encore, moi qui me semble étrange, d'un auteur sans biographie. Il est fasciné par un des mots de Heidegger quand il introduit son cours sur Aristote, où Heidegger dit on va aborder la vie et l'œuvre de Aristote. Commençons par la vie, il est né, il est mort, il a vécu, passons à l'œuvre. Voilà, donc c'est ce que je regrette. Oui, est-ce que vous regrettez ça parce que vous dites que par la vie, on arrive à comprendre aussi quelles sont les pensées évidemment du philosophe et que tout le monde, ce qu'on dit n'est pas toujours universel. Un philosophe forcément tire ses pensées et ses idées de ce qu'il a vécu et de ce qui sont passés. Il n'y a pas d'énoncés qui soient totalement... N'en déplaise aux philosophes, il n'y a pas d'énoncés qui soient totalement décontextualisables. C'est pas possible. Et puis nous qui aimons aimer, comme ça, on a besoin d'incarnation, de philosophie de l'incarnation, justement, de voir des visages. Grand apport du christianisme, le visage. Moi, je veux voir des visages. Parce que dans un visage, il y a toutes les nuances de la pensée, tous les coloris et le spectre d'une pensée. Donc je suis très attaché à cette dimension biographique de Benoît, peut-être parce que je suis un littéraire. Je dis ça comme si c'était un péché honteux, aucun cas. Non, il faut qu'il y ait le plus possible de littéraire. Alors vous dites, c'est votre maître à penser, et ce qui est paradoxal, donc lui, il n'aime pas ce terme de maître à penser, puis lui, vous expliquez qu'il se nourrit de relations horizontales, c'est-à-dire qu'il se nourrit plutôt de ses amis, des gens de sa génération, et moins de ces relations verticales qu'on peut avoir avec un maître, avec un père, avec un chef de file. Oui, je confirme. Alors oui, il dit à propos des gens qui sont plus proches de leur famille et des gens qui sont plus proches de leurs amis. Et de Benoît n'arrive pas à voir, il fait une lecture assez sociologique et bourdieusienne. Les catégories populaires ont tendance à cette verticalité. Leur univers familier, c'est la famille. Mais de fait, en ville, le réseau sociabilité est dit secondaire, donc ce sont plutôt les amis, les connaissances, beaucoup plus que la famille. Donc ça, c'est le propre en réalité des catégories supérieures. Plus on gagne en horizontalité, plus on perd en verticalité. Oui, en tout cas dans le cercle il y a des études là-dessus en sociologie. Même spirituellement. Mais dans le cercle, dans le réseau de sociabilité, les catégories populaires ont plutôt tendance à cette dimension verticale et les catégories aisées à cette dimension horizontale. C'est de mondanité, c'est tout ce que vous voudrez. C'est aussi une fracture avec la révolution conservatrice catholique. Oui. Alors, moi, je pensais pas, mais vous avez raison de pointer cette question. C'est la question. Alors, moi, je l'ai abordé assez souvent, ce sujet-là. Peut-être de Benoît un peu moins. C'est la question, de la loi, la question du père avec un P majuscule, qui est la grande médiation. Sans elle, on ne devient pas homme. Mais cela étant dit, de Benoît aborde cette dimension-là. Mais pour répondre sur un point, c'est qu'il a s'il dit ça, c'est qu'il ne veut pas être le mandarum, le gourou de la nouvelle droite, entouré de disciples. On en voit quelques-uns, puisqu'Internet a permis l'émergence de personnalités qui ont tendance un peu à vampiriser l'entourage. Moi, je trouve que c'est un maître tel qu'on le concevait dans l'ancien temps, mais même s'il n'en récuse le terme, c'est-à-dire qu'il forme des gens, c'est ce que nous faisons, nous aussi à la Nouvelle Droite, nous formons des journalistes, là pour le coup, lui il forme des personnalités philosophiques et intellectuelles, dont il n'attend pas qu'elles récitent au mot près ce qu'il a dit, donc c'est en ce sens-là qu'il le dit, pas au détriment de la loi. Je crois qu'il est très attaché à la notion de loi. Alors on découvre aussi quelqu'un qui est inclassable véritablement et qui est aussi un véritable rat de bibliothèque et qui se nourrit absolument de tout. C'est-à-dire qu'il y a un panel de sujets qu'il maîtrise qui est absolument extraordinaire. C'est sidérant. Alors si vous me permettez de faire de la publicité pour TV Liberté et Revue Éléments, on a diffusé avant-hier un documentaire fascinant d'une demi-heure fait par des copains de la rédaction d'Éléments qui s'appelle La bibliothèque d'Alain de Benoît, Le Chêne et l'Écluse. C'est un truc vraiment génial, d'une demi-heure. On le trouve sur la chaîne YouTube de la Revue Éléments pour voir un peu cette bibliothèque, c'est 100 000 volumes. C'est ça, c'est une des plus grandes bibliothèques d'Europe, personnelle, je veux dire. C'est difficile de dire parce que c'est des bibliothèques privées, souvent qui appartiennent à des très grandes fortunes, qui sont discrètes. Moi, j'ai en tête la bibliothèque de Valéry Larbaud, alors qui est un auteur français héritier de Vichy-Saint-Yorre, donc il avait de l'argent. Il me semble qu'il avait 100 000 volumes, mais c'était de la littérature pure, un collectionneur. Il y a Umberto Eco, mais Umberto Eco, c'est 35 000 volumes.
Ils ont créé un musée en Italie, je crois que c'est à Milan. De Benoît, c'est 100 000 et c'est une bibliothèque de chercheurs, en français, en allemand, en anglais. C'est un homme livre. Moi, je trouve que c'est presque un bibliophage. Il mange des livres, il est mangé par les livres. Il est la somme des livres qu'il a pu lire. Et alors, il les a pas tous lus, bien sûr. En blaguant, on peut dire que Balzac voulait concurrencer l'état civil. De Benoît, le dépôt légal. Le dépôt, mais le dépôt légal, c'est là où vous déposez, dès qu'il y a une nouveauté, vous le déposez au dépôt légal, à la BNF. Voilà. Depuis François Ier, c'est la Bibliothèque royale, la Bibliothèque de France. Ça donne une dimension ogresque, monstrueuse, au sens que Pascal donne à ce terme de monstrueux, c'est qu'elle est hors norme, hors mais c'est cadre. surtout qu'il les a digérés, ces livres. Il les a peut-être pas tout lus, évidemment, Non, pas mais tous, il les a digérés et on sent il a une mémoire phénoménale, ce que vous dites, et on sent qu'il les a digérés et qu'il est capable d'en parler, ça nourrit sa réflexion depuis 80 ans, enfin depuis 60 ans. 60, 70 ans, parce qu'il a commencé à collectionner des bouquins à l'âge de 10 ans. Quand il lisait dans la rue, comme tous les lecteurs compulsifs. Il a passé sa jeunesse à lire. Beaucoup d'entre nous sont dans ce cas-là, nous qui sommes habités par la notion de livre. Mais oui, c'est tous les grands sujets d'études qu'il a abordés et qui sont assez larges, parce que c'est un homme assez exhaustif. Un esprit encyclopédique, si tant est qu'il puisse y avoir encore des esprits encyclopédiques. Je rappelle que le premier esprit encyclopédique dans l'histoire européenne, c'est Pic de la Mirandole, qui passait 15e siècle. Pic de la Mirandole, c'est le début de la Renaissance en Italie. Pic de la Mirandole, qui passait pour l'homme qui avait la plus grande bibliothèque privée, 15e siècle, il avait 1700 références. Vous voyez un tout petit peu l'écart. Comment être un esprit encyclopédique quand on passe de 1700 références, où on est l'homme qui a le plus de livres en Europe à l'époque, à 100 000, c'est vertigineux. Et alors, vous parlez de sa grande bibliothèque, et puis c'est 120 livres. Il a écrit 120 livres, Alain de Benoît. Alors, on va parler du libéralisme, on peut en parler même maintenant. Mais de quoi parle Alain de Benoît dans ces 120 livres? Comment a évolué aussi sa pensée? C'est-à-dire qu'il parle absolument de tout. Il parle, mais surtout, évidemment, de philosophie, de politique, d'économie et des sujets de notre temps, c'est-à-dire aussi l'écologie. Oui. Alors, l'histoire des idées politiques, si philosophe il est, c'est dans sa dimension politique. C'est aussi un historien des idées politiques. Donc, globalement, quand même, l'œuvre s'architecture autour de la notion de politique ou du politique. Il a abordé à peu près tous les sujets que vous venez d'évoquer, mais dans une dimension toujours politique. Ça va de l'anthropologie à la biologie, de la biologie à l'éthologie, de l'éthologie à l'écologie, mais aussi à l'anthropologie. Alors, c'est difficile de détacher quelques livres. Alors, il y a balayons sa bibliographie. Il y a la langue mémoire, centrale, donc l'histoire gréco-latine, l'univers celte. Il a une bibliothèque celte vertigineuse. Les Indo-Européens, qui sont au principe initial de notre monde européen, jusqu'aux problématiques de l'économie contemporaine, des crises du capitalisme, et bien sûr ce nœud central qu'est le libéralisme que vous évoquiez. Donc libéralisme philosophique, libéralisme économique, libéralisme politique. Tous. C'est il considère que le libéralisme, c'est pas comme le cholestérol, les champignons ou les cucurbitacées. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Je crois qu'il a raison. Aujourd'hui, les tentations libertariennes nous montrent qu'il y a une cohérence philosophique du libéralisme qui nous conduit à une créature totalement insulaire, totalement autosuffisante, ce que Marx appelait des Robinsonades, parce que le libéralisme n'envisage que l'individu, n'arrive pas à dépasser l'individu. C'est la fin de la personne enracinée. C'est la fin de la personne enracinée, c'est la fin de la communauté. Ce qui fait dire à de Benoît, empruntant le terme du reste, un théologien anglican remarquable, contemporain, John Milbank, publié par Desclés de Brouwer, que le capitalisme, que le libéralisme, parce qu'on s'en tient à une critique du capitalisme qui est assez commode, assez aisée, ça tombe sous le sens, on n'en veut pas. Non, c'est la philosophie libérale, quitte à heurter les libéraux conservateurs. Eh bien, Milbank dit que c'est une erreur anthropologique. Et je crois qu'il a raison. Si vous placez dans une perspective, je pense que c'est la vôtre aristotélicienne, l'homme est un animal social. L'homme est un animal communautaire. Le capitalisme, le libéralisme, décidément, n'arrive pas à le concevoir. Sinon, dans un deuxième temps, c'est pas central et constitutif dans sa vision des choses. Sa vision des choses est portée. C'est la théorie de l'agent rationnel aujourd'hui qu'on retrouve dans l'économie, que nous sommes, vous, moi, voués à poursuivre d'abord notre propre intérêt. Or de fait... c'est la dictature des passions, des désirs.
du désir, de l'illimitation. Moi, j'adore ce titre de Daniel Robert Dufour, qui a fait une généalogie, elle. C'est baise ton prochain. Le commandement, le 11e commandement, aujourd'hui, ce n'est pas aime ton prochain. Et remarquez dans les conversations de jeunes, mais pas que de jeunes, c'est comment je l'ai baisé, comment je baise ton prochain. Donc, tout ça nous fait dire que c'est à la fois une très grande pauvreté anthropologique, que l'homme est beaucoup plus riche que ce à quoi le réduit la philosophie libérale. C'est une créature communautaire. Moi, je crois fondamentalement anti-utilitariste. Alors, vous donnerez en tant que chrétien un autre nom, c'est-à-dire qu'elle est évangélique, mais ça revient au même. Il y a aussi une éthique du don, il y a d'autres éléments. L'essentiel de notre journée n'est pas commandé, et je suis même pas sûr qu'au travail ce soit commandé par la recherche du calcul d'intérêt. Oui, c'est ça. Sans cela, il n'y a pas de famille. Sans cela, il n'y a pas de vie communautaire, associative, amicale. C'est-à-dire qu'on est impuissant à penser l'homme dans toutes ses dimensions et dans toute sa richesse. Parce que justement, quelle est la finalité, s'il n'y a pas de libéralisme, d'Alain Benoît, de la philosophie d'Alain Benoît? Quelle est la finalité de sa philosophie? Alors, c'est un des problèmes du libéralisme, c'est un problème sémantique. C'est qu'il y a les libéraux ont préempté, de fait, cette question des libertés. Mais avec Alain de Benoît, Guillaume Travers aussi, qui a beaucoup écrit, qui est notre économiste un peu organique, qui a beaucoup écrit dans Éléments et à la Nouvelle Libre, voilà, et sur l'économie au Moyen-Âge. Pour montrer la richesse du tissu des libertés au pluriel et concrètes dans un univers qui est pré-capitaliste. On n'a pas idée, je veux dire, le nombre de villes franches, de licences, de passe-droits octroyées à telle ou telle corporation, à telle ou telle province, à telle ou telle ville. Donc c'est sans revenir au Moyen-Âge, la question n'est pas là. On n'est pas les Amish que dépeint Emmanuel Macron, en aucun cas. Mais on peut penser, ce que nous dit de Benoît, on peut penser un régime des libertés au pluriel dans un autre contexte idéologique que celui qui est dominant aujourd'hui et qui nous conduit au bord du gouffre. Une parenthèse, j'en ai fini simplement. C'est les pathologies. Bernanos dit on reconnaît une société au type d'homme qu'elle a créé. Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé des obèses, rien contre eux, la question n'est pas là, des anorexiques, des trans. Donc on a une société qui est affectée de maladies de civilisation qui tiennent très précisément à cette philosophie qui est une philosophie de la déliaison sociale. Donc l'homme est seul. Et qui est très important pour Alain de Benoît, et c'est de ça dont vous parlez dans ce livre, François Bousquet, Alain de Benoît à l'endroit, un demi-siècle de Nouvelle Droite aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci à vous d'être passé en studio. Pour les gens qui voudraient commencer à lire Alain de Benoît à Noël, parce que voilà, à Noël on commande des livres, par quoi il faut commencer, par quel livre, parce qu'il en a écrit 120, donc... Mémoire vive, moi je dirais. Mémoire vive qui a paru chez Bernard de Fallois il y a 10 ans et qu'on a réédité à la Nouvelle Librairie, qui est une autobiographie intellectuelle. Donc on le verra à la fois le personnage, mais surtout ses idées et l'évolution de ses idées. Donc mémoire vive. Mémoire vive, et puis il y a aussi Exil dernièrement, où là ce sont des aphorismes, c'est peut-être aussi plus simple. Alors l'Exil intérieur, je recommande l'Exil intérieur, qui est un très beau livre, où là pour le coup, de Benoît, fait, lui qui est très pudique, fait quelques aveux sur sa personnalité. Eh ben écoutez, merci beaucoup Alain de Benoît, puis François Bousquet, et puis on vous retrouvera, j'espère, avec Alain de Benoît, parce qu'il va écrire sûrement un prochain livre. J'espère que vous serez là et que vous pourrez être à ce moment-là notre partenaire du jour. Merci François Bousquet, puis on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.